Oui, merci Frédéric. Bon, d'abord, je suis toujours très touché de voir la présence d'autant de naturopathes et puis de partager évidemment comment dire, tout ce que vous offrez à tout le monde, à toutes les personnes, à tous vos clients pour les aider, les accompagner. Ça a toujours été bien sûr le cœur de toute ma vie parce que effectivement, comme tu as dit Frédéric, je suis un naturopathe depuis un peu plus de 42 ans, puis pratiqueur et j'ai eu l'occasion, tout simplement parce qu'avant de m'installer en tant que naturopathe, on va dire, créé un centre de yoga à Lille, en 1975 et donc j'avais déjà une démarche et dans cette démarche, il me manquait d'hygiène de vie de manière plus approfondie et c'est pour ça que j'ai fait cette première école de naturo. Ensuite, j'ai pu, prolonger ma formation en Allemagne, pour être allipaticeur et en même temps, approfondir l'Ayurveda qui est la on va dire l'approche de la naturopathie, faisant partie de ce qu'on appelle les Védas, dont le yoga, en est une partie. Et effectivement, ça m'a, si vous voulez, tout simplement, enrichi fortement sur cette notion qui correspond au fondement de l'Ayurveda, qu'on retrouve dans les grandes traditions, comme aussi la médecine traditionnelle chinoise, cette notion de tempérament énergétique que j'ai pu intégrer tout simplement dans ma pratique, dans mon exercice en cabinet. Et ça s'est fait de manière, je dirais, tout à fait innocente et puis un peu à la fois, ça s'intègre à la fois d'abord dans la prise de connaissance des personnes qui viennent nous rencontrer. Et ça permet de les connaître en un instant, quelque part, dès qu'elles ouvrent la porte, dès qu'elles nous disent bonjour. Et puis, donc c'est une aide fantastique. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi de mieux adapter de façon plus justifiée, je dirais, tout ce que l'on va conseiller, je dirais, du règne végétal, hein, que ce soit la phyto traditionnelle, que ce soit l'aroma, l'hydrolat ou les bourgeons. Hem, je vais demander de passer à la slide suivante. Oui, et donc ici, vous avez d'une manière très résumée, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais simplement c'est cette approche, qui s'est construite un peu à la fois. Je ne veux pas dire que ça vient de moi du tout, c'est inspiré complètement de l'Ayurveda, mais pour eux, bien sûr, et pour vous, et vous avez aussi complètement cette démarche, une maladie est comme un exutoire, c'est l'expression effectivement d'un déséquilibre intérieur dont ce déséquilibre, peut être tout simplement causé par une hygiène de vie qui n'est pas adéquate, qui n'est pas adaptée, en tout cas, non seulement à la personne, mais qui est trop désadaptée par rapport aux besoins naturels de notre physiologie pour qu'elle fonctionne au mieux. Mais le déséquilibre vient aussi tout simplement de notre vie quotidienne, c'est-à-dire, des situations qui peuvent être, plus difficiles à vivre, que ce soit des stress qu'on pourrait appeler des stress chroniques, et comme par exemple, une personne travaille dans un service, dans une entreprise où il y a beaucoup de pression, de tension, d'humiliation, de harcèlement et qu'elle est obligée de subir ça pendant des années parce qu'elle n'a pas le choix, le choix ne peut pas partir ailleurs et donc c'est un stress chronique comme on dit. Et si un jour, il y a en plus un événement peut-être personnel qui se rajoute, ça peut donner un burn-out, mais il y a des stress de fond, il y a des stress événementiels. On a appris une très mauvaise nouvelle qui nous a beaucoup choqués. Tout ça, ça perturbe ce qu'on appelle le tempérament énergétique. Les tempéraments, vous savez, les noms en Ayurveda, c'est Vata, Pitta, Kapha, mais c'est aussi, selon l'approche d'Hippocrate, donc les bilieux, les nerveux, les sanguins, les lymphatiques et donc c'est ce déséquilibre, c'est-à-dire notre physiologie a cette capacité d'absorber énormément de variations au cours d'une journée, au cours de semaines, de mois, d'une vie, des variations de tension. Donc on se tend, on se détend, on absorbe, on relâche et tout ça, c'est absorbé par la physiologie. Mais lorsque
le déséquilibre devient trop important, c'est à ce moment-là que l'intelligence naturelle, l'intelligence du corps va vouloir prendre cela en main si la personne n'a pas pris de mesures particulières préventive, de rééquilibrer son hygiène de vie, de de se libérer des nœuds sur le plan psychologique et psycho-émotionnel, à ce moment-là, c'est la maladie qui va apparaître. Et donc effectivement, tout ce que nous faisons en tant que naturaux, c'est une vraie démarche préventive qui nous permet d'éviter le danger avant qu'il arrive. Alors ici, nous avons aussi d'autres causes de déséquilibre énergétique, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, les mémoires, inconscientes, les mémoires peut-être de l'enfance, qui ont été oubliées, mais qui influencent énormément notre inconscient. Vous allez comprendre après tous ces mécanismes. Ça peut être bien sûr les mémoires transgénérationnelles et pourquoi pas d'un passé beaucoup plus lointain. Dans tous les cas, effectivement, avec tout ce que vous avez pu apprendre, heu, pour accompagner les personnes dans leur mieux-être, dans leur santé, avec, que ce soit le monde végétal, hein, sous toutes ses formes, eh bien, nous pouvons apporter des solutions, bien sûr plus ou moins importantes, mais nous pouvons apporter une aide, un accompagnement sur les 3 plans. Sur le plan symptomatique, donc sa souffrance, elle vient parce qu'elle souffre, elle a un inconfort, donc on va, veiller à la soulager au plus vite. C'est la première démarche que nous faisons, mais nous savons bien sûr que cet inconfort est là parce qu'en amont, il y a tout un déséquilibre intérieur, qui peut provenir de son hygiène de vie ou qui peut venir tout simplement de certaines blessures liées à sa vie. Eh bien, c'est important qu'on ait toujours cette vision globale de faire en sorte qu'on puisse, aider la personne sur ces 3 plans. Et c'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de comment nous pouvons accompagner d'une manière simple, facile, je dirais facile à mettre en œuvre et facile à intégrer, quelle que soit notre spécialité, thérapeutique. C'est comment on peut accompagner les personnes pour leur équilibre psycho-émotionnel, pour leur bien-être. C'est effectivement ce que je vais résumer là en cours de cette conférence. C'est, je dirais, c'est presque 40 ans d'expérience en cabinet, mais d'expérience de groupe aussi, heu, de tests, et de recherche et et c'est ce qu'on appelle bien sûr l'olfactologie, hem, que alors slide suivante s'il te plaît. Frédéric, si tu peux me donner la slide suivante. Merci. Alors l'olfactologie effectivement, d'abord c'est ce nom olfactologie, olfactothérapie a été créé par Gilles Fournier en 1992 et à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il est corse, je ne le connaissais pas, je l'ai même jamais rencontré et c'est vrai que c'est aussi à peu près dans les années, 83-84-85 où j'ai commencé à mettre je dirais de plus en plus en pratique dans mon exercice en cabinet, l'utilisation de l'olfacto. Et ensuite, il y a eu, au niveau de l'origine de l'olfacto, Patrick Cana qui a, fait beaucoup avancer la pratique de l'olfactologie en milieu hospitalier, notamment dans un service de neurologie pour accompagner les personnes qui avaient un AVC. La slide suivante. Et et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années qui se passaient, au fur et à mesure de l'expérience que je pouvais gagner en termes de propriété, en termes de propriété des huiles essentielles, non pas pour, soigner, je dirais, un trouble physique, mais pour, accompagner les personnes, pour un mieux-être psychologique et surtout pour mieux cibler je dirais, les nœuds, les tensions qui sont soit au niveau de l'ego, l'identité de la personne, ça peut se traduire par un manque de confiance en soi, une grande timidité ou une survalorisation de soi, qui touche aussi l'esprit intérieur, heu,
en relation avec la sensibilité, la réceptivité, l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité, qui touche aussi bien sûr le sentiment, le cœur, l'affectif, la capacité d'agir, d'entreprendre, de décider, et ainsi de suite. Donc un peu à la fois, si vous voulez, j'ai structuré, j'ai pu expérimenter, heu, de différentes façons, heu et vérifier par des groupes, d'une façon tout à fait, je dirais, en aveugle, l'impact de l'odeur, heu, de l'huile essentielle sur les émotions des personnes. Et en même temps, à force bien sûr que vous avez cette expérience-là, eh bien, si vous rencontrez, en consultation des centaines de personnes sur un laps de temps, eh bien, on peut regrouper, si vous voulez, heu, en différentes catégories, les besoins principaux des personnes. Et donc c'est ce que j'ai pu faire au niveau on va dire, des problématiques que rencontrent les personnes le plus souvent dans leur vie quotidienne. Bien. Tout ça, toute cette démarche se faisait à travers les consultations de naturo, hein, et un peu à la fois, ça s'est fait de cette façon-là. Ce qui fait qu'en 1995, suite à une journée d'ailleurs une journée de consultation où, comme par hasard, j'avais rencontré, que des personnes qui vivaient des histoires, mais très lourdes dans leur vie personnelle. Ils venaient bien sûr pour un problème physique, mais au-delà de ça, il y avait bien sûr cette problématique très importante. C'était tellement lourd et tellement important que, ça m'a mis dans un état à la fois d'une pression intérieure et une compassion un peu extrême. Et je me disais: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ces personnes, mais de plus au quotidien? Comment je peux les accompagner au quotidien? Je ne peux pas être avec eux tous les jours, du matin au soir, pour les soutenir, pour les aider à éclaircir, à clarifier leur vie, et cetera. Il faut quelque chose de plus. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, après, environ, 13-14 années de de pratique, avec, les huiles essentielles simples, dans cette démarche, d'olfactologie et d'accompagnement psycho-émotionnel, que m'est venue simplement l'idée de réaliser ce qu'on appelle des synergies, donc des associations, des mélanges d'huiles essentielles qui sont, les plus adaptés aux besoins les plus courants que rencontrent les personnes dans la vie, hein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, pour les personnes qui effectivement présentent je dirais des difficultés dans leur personnalité, de pouvoir les accompagner dans l'amélioration, dans le progrès, dans la transformation de soi, c'est-à-dire dans le développement personnel. Et ça a été, heu, cette gamme, que j'ai appelée les quantiques olfactifs. Bien, la diapo suivante, ici, la suivante encore. Et donc là, je vais vous parler, mais sur quoi vraiment repose l'olfactologie? Heu, et ce qui est vraiment essentiel à retenir, c'est complètement fondé sur je dirais la neurophysiologie, qui valide complètement, d'abord l'existence, mais l'efficacité et pourquoi nous pouvons tout à fait, avec les odeurs, travailler pour la libération de certains nœuds qui vont permettre d'alléger un comportement humain. Et la première chose à savoir, effectivement, c'est que c'est d'abord le sens d'odorat, notre système olfactif. Bien, sachez que notre système olfactif, il a il a été étudié et découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'était entre 1992 et 1997 par 2 chercheurs américains qui ont fait l'objet ça a fait l'objet d'un prix Nobel en 2004. Avant, on ne le savait pas. Avant, c'était une manière, si j'ai fourni le faisais ou si je le faisais, c'était, de façon expérimentale, par l'observation. Et là, le sens d'odorat nous révèle que nous avons tous, bien sûr, au niveau de la cavité nasale supérieure, un plancher d'environ 2 cm², et un petit peu plus selon les personnes. Et de ce plancher sont suspendus environ 4 millions
de neurones olfactifs. Ce sont d'ailleurs les seuls neurones qui traversent le corps. Et ces neurones olfactifs, ce sont des capteurs d'odeur. C'est-à-dire que chaque fois que nous respirons une odeur, eh bien cette odeur, elle va être décodée par ces neurones qui sont comme des micro-cils, c'est des cils hein, olfactifs, et elles vont se regrouper, ces 4 millions, en 400 neurones principales qui vont traverser l'os ethmoïde et vont se retrouver ici dans la partie supérieure au niveau du bulbe olfactif. Si vous voulez, si par exemple vous prenez un flacon d'huile essentielle, vous l'ouvrez. Et quand vous l'ouvrez, effectivement, l'air se met, l'huile pardon, est en contact avec l'air, et il y a une réaction chimique qui va s'instaurer immédiatement, c'est-à-dire que de l'état liquide, l'huile essentielle va se retrouver dans un état gazeux, éthérique, c'est-à-dire volatile, extrêmement, parce que les molécules sont extrêmement fines et légères. Et donc ces molécules vont effectivement être ressenties, inspirées, et vont percuter ce qu'on appelle les cils, les neurones olfactifs. Et c'est à ce moment-là que les neurones, par le contact de ces molécules, vont bien sûr analyser l'odeur, d'une part, et vont nous dire, vont transmettre à la région du cortex cérébral, oui, tiens, je reconnais, c'est une lavande, mais il y a aussi un autre parcours qui se fait, un parcours entre le bulbe olfactif qui va resynthétiser l'odeur et la transforme en une information neuroélectrique. L'information sous forme état gazeux devient une information neuroélectrique. Et cette information neuroélectrique, donc diapo suivante, va être, voilà. Eh bien, cette information neuroélectrique va être transmise, donc c'est une forme fréquentielle, quelque part, va être transmise ici vers ce qu'on appelle le cerveau limbique. Bien. Donc, vous avez, alors bien sûr c'est un peu petit, mais là vous avez le bulbe olfactif, hein, vous voyez, et vous avez ici les cils qui descendent et sont suspendus. Ensuite, vous avez cet axone qui va transmettre l'information neuroélectrique. Vous avez une première fourche qui va vers le haut et qui va vers le septum, j'en parlais tout à l'heure, et l'autre branche de la fourche se dirige ici vers une autre région du cerveau limbique, avec une deuxième fourche qui apparaît, l'une qui va entre la branche donc de l'information va entrer à l'intérieur de ce noyau du cerveau limbique qu'on appelle l'hippocampe. Et l'autre branche va rentrer dans un noyau très petit, enfin c'est grand comme une amande douce, qu'on appelle l'amygdalus. Et il y a donc une relation très étroite et privilégiée. Le sens d'odorat est le seul et unique sens qui a un accès direct avec notre mémoire, qui a un accès, l'hippocampe, c'est le siège de notre mémoire. Depuis la création de l'hippocampe dans le ventre de notre mère, l'hippocampe enregistre chaque instant de votre vie. C'est un peu la boîte noire de l'avion qui enregistre tout ce qui est vécu, tout ce que vous apprenez, tous vos apprentissages, toutes vos joies, toutes vos peines, toutes vos souffrances, toutes vos blessures. La totalité de votre existence, seconde après seconde, est enregistrée dans l'hippocampe, dans votre mémoire. Si par exemple, vous, vous apprenez à faire du vélo, vous avez 4 ans, 5 ans, et puis bon, vous devez apprendre à trouver votre équilibre. Mais bon, peut-être tomber une fois ou deux, et puis à un moment donné, vous savez démarrer sans tomber, vous savez freiner, mettre le pied par terre sans tomber. Bref, vous savez faire du vélo. Et puis après, quand vous avez peut-être 22, 25 ans, vous avez une activité professionnelle, vous avez une famille, et puis vous n'avez plus de vélo. Et puis vous ne faites plus de vélo pendant 40 ans, et puis arrivé
à l'âge de la retraite, vous dites: «Bah, tiens, maintenant j'ai un peu de temps, j'aimerais bien faire un peu de vélo». Vous achetez un vélo, vous n'avez pas fait de vélo pendant plus de 40, 50 ans, vous montez sur le vélo et là, vous n'avez pas besoin de réapprendre à faire du vélo. Naturellement, vous trouvez tout de suite votre équilibre, vous allez démarrer, vous allez freiner, poser le pied par terre, vous tombez pas. Parce que c'est enregistré dans l'hippocampe. Donc la mémoire, elle est là. La mémoire a pour a a a pour, fonction de ce qu'on pourrait dire, de ce que ça nous apporte. Ça apporte une expérience de vie. C'est notre expérience qui s'est accumulée avec notre vie, tout au long de notre vie. Et c'est grâce à cette expérience que nous pouvons, à chaque instant, je dirais, vivre au présent. Par exemple par exemple, à l'instant présent, je vous parle, bien sûr, avec ma conscience consciente, j'utilise des mots, pour pouvoir vous transmettre une information. Mais en même temps, il y a l'inconscient, la mémoire du passé. J'ai appris à parler français. J'ai appris à associer des sons à une signification. Et donc, c'est grâce à cette conjonction de l'instant présent entre l'apprentissage de la langue, le français, et ce que je voudrais dire à l'instant présent, que ça permet d'obtenir, je dirais, un résultat. Vous écrivez, c'est parce que vous avez appris à écrire quand vous avez 5, 6, 7 ans, vous avez acquis cet apprentissage et à l'instant présent, peut-être vous écrivez des mots que je viens de vous dire. En même temps, votre inconscient écrit naturellement et spontanément. Chaque fois, notre inconscient et notre conscience consciente travaillent en permanence, en permanence. Donc, il y a une grande influence du passé sur le présent. Et, et c'est pour cela que c'est intéressant de voir qu'effectivement, cette influence de l'odeur sur nos mémoires, nous verrons, je vous expliquerai juste après, que ça peut entraîner comme intérêt, je dirais, thérapeutique dans qu'on appelle la cultologie. Hein. Mais je voulais vous parler de l'amygdalus. L'amygdalus, on dit aussi en français amygdale, ce ne sont pas les amygdales, c'est l'amygdalus du cerveau limbique. C'est le centre de gestion de toutes nos émotions. C'est l'amygdalus qui gère nos émotions, nos états émotionnels. Et émotion et mémoire sont toujours liés ensemble. Et c'est important parce que, effectivement, euh, l'émotion donne, si vous voulez, une coloration de notre conscience dans l'instant présent. Supposons que vous êtes actuellement très détendu, eh bien votre esprit, votre intellect, vos sentiments fonctionnent d'une manière, je dirais, peut-être plus optimale. Si vous êtes en insécurité, dans l'état de stress, la clarté d'esprit sera peut-être plus restreinte, l'état émotionnel, affectif sera plus fermé, votre état d'esprit sera dans une humeur pas ouverte peut-être, ou hypersensible. Donc l'émotion, c'est comme un peu des lunettes, si vous voulez, que l'on porte de couleurs différentes. Et on voit la vie d'une façon différente en fonction des émotions. Et toutes nos émotions sont aussi liées donc à la mémoire, c'est-à-dire à l'événement du passé. Et elles sont associées ensemble, hein, et stockées dans l'hippocampe. Et elles vont nous influencer à chaque fois que peut-être un événement du quotidien va nous le rappeler. Je vais inventer une histoire. Je vais inventer une histoire. Par exemple, supposons que un enfant, il a 7-8 ans, il apprend à faire pour la première fois une addition, une soustraction à l'école, et puis donc 2 plus 3 égale 5, 4 plus 2 égale 6, etc. Et puis on va dire, c'est une institutrice qui leur dit aux enfants, à la classe, bien, c'est bien, vous allez refaire à la maison tous ces calculs que nous avons faits. Et demain matin, pour la première fois, je vais vous interroger et demander à l'un d'entre vous de venir au tableau pour, pour faire une addition et une soustraction. Très bien. Lendemain matin,
juste avant de venir à l'école, malheureusement, l'institutrice, a eu un conflit avec peut-être son mari. Son mari était très méchant avec elle et qu'elle a un peu rien pu dire. Elle a conservé en elle beaucoup de colère. Elle arrive à l'école, elle commence effectivement la classe et elle dit: «Bon maintenant, tel enfant, bon, vous allez venir au tableau et puis on va faire une addition, allez 3 plus 2». Malheureusement, l'enfant s'est trompé, il a mis 4. Et là, à ce moment-là, c'est un peu la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase et toute la colère qui était là à fleur de peau de cette institutrice s'est déversée sur l'enfant, contrarié par l'erreur, par la faute. C'est pas si grave que ça, mais sa colère était immense et disproportionnée par rapport à l'erreur qu'avait fait cet enfant. Et cet enfant s'est fait un peu massacrer devant tous les autres élèves de la classe. L'institutrice l'a un peu humilié, tout le monde a ri de lui ou d'elle, et, et là, l'hippocampe va enregistrer cet événement. Il va enregistrer: «Ah, je me suis exposé pour la première fois devant un public, entre guillemets, les autres, la classe, j'ai été ridiculisé». Bien sûr, il ne pense pas comme ça, mais son inconscient, il le vit comme une blessure qui touche bien sûr son individualité, son ego, son cœur émotionnel, et ça s'enregistre, hein. Ce qui veut dire qu'après, ultérieurement, plus tard, quand il sera peut-être ado, au lycée, ou quand il sera peut-être quand il sera adulte, et puis à chaque fois qu'il va devoir s'exposer devant un public, devant ou dans une réunion, un groupe de personnes, eh bien, chaque fois qu'il va devoir prendre la parole, il va se dire: «Mais je comprends pas, 1 heure, 2 heures avant, je suis déjà angoissé, heu, je transpire, peut-être j'ai un nœud à la gorge, j'ai mon cœur qui est complètement en tachycardie, je suis pas bien du tout». Il y a une angoisse qui est là. Simplement, pourquoi? Parce que l'hippocampe, la mémoire et l'amygdalus vont rappeler, cet événement. Lui, il n'en est pas conscient, il a oublié cette histoire à l'école, mais tout est enregistré. Il influence de l'instant présent. Et comment ça se fait? Eh bien simplement parce que l'hippocampe et l'amygdalus ont le système nerveux parasympathique. C'est le parasympathique qui se fait, donc c'est le système nerveux parasympathique qui est influencé à chaque instant par notre mémoire, par l'hippocampe, c'est-à-dire l'expérience que nous avons vécue au cours de notre vie, est influencé par nos émotions à chaque instant. Le système nerveux parasympathique, il est responsable du système nerveux autonome, l'hypothalamus est responsable du système nerveux autonome, ortho et parasympathique, c'est-à-dire il gère tous les organes du corps de manière automatique. Et en plus, c'est lui qui envoie des injonctions à l'hypophyse, des neurohormones, pour dire à l'hypophyse: «Oh, si par exemple la personne va se retrouver dans une réunion où elle va devoir exposer un sujet, eh bien, heu la mémoire, l'amygdalus l'émotion vont envoyer l'information à l'hypothalamus. L'hypothalamus va envoyer une neurohormone à l'hypophyse qui va tout de suite envoyer une hormone à une injonction au surrénal pour tout simplement délivrer, produire, si vous voulez, de l'adrénaline qui va passer dans le flux sanguin et vont influencer toutes les cellules du corps. Ce qui va entraîner, bien sûr, une respiration peut-être difficile, plus courte, un cœur qui bat trop vite, des muscles un peu plus tendus, etc., etc. Tout se fait en chaîne. Et au résultat final, c'est notre comportement. C'est notre comportement qui, de l'instant présent, qui est coloré par notre expérience du passé face à une situation actuelle. Bien, donc quand on comprend tout ce jeu qui se passe en nous-mêmes, on peut associer maintenant à l'odeur. L'odeur est toujours présente. Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons environ 4 millions de cils olfactifs. Un chien a par exemple 20 millions de neurones olfactifs. Donc son flair est beaucoup plus développé. Il peut ressentir des odeurs éloignées, il a une palette de perception d'odeur qui est bien plus importante que la nôtre, c'est vrai. Et lorsque nous
C'est-à-dire, lorsque nous vivons une expérience au quotidien, à chaque instant, nous respirons et quand nous respirons, eh bien, nous respirons toujours une odeur. Même si notre, on va dire, notre flair n'est pas aussi aiguisé que le chien, par exemple, l'odeur n'est peut-être pas bien décodée toujours par le cerveau, par le cortex cérébral, mais l'influence neuroélectrique et émotionnelle est toujours présente, même si nous ne sommes pas conscients de l'odeur. Il vous arrive un événement, par exemple, allez, cet enfant qui s'est fait très, très massacré au tableau, quand il était là-bas, au tableau, en salle de classe, il y a une odeur dans la classe. Il n'est pas conscient de l'odeur. Cette odeur est peut-être à peine perceptible, mais cette odeur, elle est quand même là et elle va s'associer à l'événement. Et donc on retrouve des duos odeur, respirer, hein, l'odeur respirée avec la respiration. Ce qui fait que tous nos événements de toute notre existence au quotidien, de chaque instant, comme nous respirons jour et nuit, eh bien, l'événement est toujours associé à une odeur. Toujours. Ce qui fait que via l'odeur, via le canal de l'odeur, on peut remonter à des événements du passé, à des événements agréables, à des événements désagréables, à des blessures, à des traumas. Et donc, on a peut-être une possibilité, en tout cas, au moins une chance, de pouvoir euh, travailler sur un passé, libérer des nœuds, des tensions associées ou des traumatismes associés à des événements du passé. Et, et à partir de là, améliorer nos comportements du quotidien. Donc c'est ça, si vous voulez, tout le fondement de l'olfactologie est sur justement notre neurophysiologie olfactive et limbique, et ensuite nos systèmes nerveux, notre système endocrinien et notre comportement émotionnel quotidien. Je vais passer à la suivante, Frédéric, s'il te plaît. Alors ici, ça reprend, je vais passer encore à la suivante aussi. Il y a maintenant de plus en plus de recherches cliniques sur l'olfactothérapie, l'olfactologie. Oh. Et j'en propose qu'une seule, mais très courte, je vais la synthétiser en quelques mots, parce que celle-ci, elle est complètement dépourvue de toute subjectivité et de toute influence, elle est complètement 100% aveugle, parce que ça concerne, je dirais, une expérience olfactive sur des prématurés. Effectivement, les prématurés de 24 à 28 semaines ont beaucoup d'apnée, une difficulté à respirer de manière autonome et donc doivent, je dirais, sont sous des traitements médicamenteux, hein, et aussi notamment le doxaprame et aussi la caféine, qui va provoquer cette respiration un peu plus autonome. Eh bien, il y a eu effectivement une recherche qui a été faite qu'en diffusant, mais attention, quand on dit diffuser, c'est pas qu'un diffuseur, hein, c'est juste poser quelques gouttes de vanille dans une couveuse sur, sur, sur un tissu, donc l'odeur de vanille était juste présente dans la couveuse, eh bien, ça permettait, si vous voulez, d'avoir une influence sur le, je dirais, neurophysiologie d'une plus grande autonomie respiratoire, ce qui a permis de pouvoir, sans conséquences particulières, sans effet secondaire, de diminuer parfois jusqu'à 45% les traitements. Donc on voit que l'odeur peut avoir une influence importante. Hein. Diapo suivante. Mais il y a depuis, en tout cas, presque, il y en a un peu partout dans le monde, des études cliniques qui se font sur l'olfactologie, sur l'influence des odeurs, sur le comportement. Maintenant, il y a d'un côté ce processus, le système limbique, et d'un autre côté, il y a les odeurs. Les odeurs subtiles, éthériques, naturelles, proviennent bien sûr des plantes aromatiques, et ce qu'on appelle les huiles essentielles.
Ici, pour simplifier l'usage, parce que c'est pas si comment dire? C'est pas si simple de pouvoir utiliser que des simples en olfactothérapie. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Supposons qu'effectivement, hem, un enfant, chaque jour, sa mère va le chercher à l'école, à 4 heures, à 4h30, puis après il rentre à la maison, il y a un petit goûter, fait un peu de devoirs accompagné de sa maman et puis va jouer. Et supposons qu'un jour, effectivement, sa maman ne peut pas venir à l'école parce qu'elle a dû partir en urgence, peut-être pour se soigner un de ses parents qui était parti à l'hôpital. Et donc, elle a demandé à une de ses amies ou voisines de de récupérer son enfant à l'école et de l'emmener chez elle et de lui faire faire ses devoirs. Et donc effectivement, pour la première fois, cet enfant n'a pas eu sa mère qui est venue le chercher à l'école. Et ils m'ont dit: «Mais pourquoi maman n'est pas là?» «Bah oui, il y a un problème dans ta famille, et cetera, et cetera». Donc ça le met dans un état d'insécurité. Cette insécurité émotionnelle fait qu'ensuite, quand il va être, je dirais, au moment de refaire ses devoirs, son intellect sera pas aussi, clair, je veux dire, aussi, efficace que d'habitude. Tout simplement parce que son cœur affectif, son état émotionnel est perturbé, est dérangé. Il est dérangé par cette situation où ils se demandent quoi, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc l'intellect seul, quand on utilise une huile essentielle, par exemple pour la clarté d'esprit, pour en prendre, il y en a beaucoup, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut aussi s'occuper de l'équilibre émotionnel du cœur. Il faut aussi peut-être aussi mettre l'état d'esprit, l'esprit dans un état, une bonne condition de disponibilité. C'est aussi la confiance en soi. Donc voilà, c'est pour ça que ce que j'appelle les quantiques olfactifs sont des associations d'huiles essentielles pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus global, qui permet de pouvoir intervenir sur différents aspects de soi pour avoir plus de résultats, tout simplement. La diapo suivante. Alors, c'est 100% huile essentielle, bien sûr, bio, hein, totalement bio, et avec une qualité d'huile essentielle très subtile, c'est-à-dire vraiment très haute en pureté. C'est nécessaire parce que pour l'esprit, pour la conscience, il faut vraiment, le top niveau. Parfois pour le corps, bon, par exemple, une petite douleur, OK, si l'huile essentielle n'a pas ce top niveau, elle sera quand même utile et efficace. Mais pour la conscience, il faut vraiment du bon niveau. Ce qui fait que les quanticopratiques sont organisés en 2 parties. Il y a 12 qui sont, pour la vie quotidienne. La vie quotidienne, ce sont des périodes de vie, que l'on peut vivre qui demandent, où on a besoin d'être un petit peu aidé, accompagné, hein. Par exemple, vous avez urgence, oui. L'urgence, c'est les personnes quand elles se retrouvent dans une situation de panique totale ou de détresse totale et là, elles ont besoin d'aide absolue. Par elles-mêmes, elles ne savent plus réagir. Urgence. Et puis, vous avez vie affective pour les personnes qui sont en train de vivre une situation de vie compliquée ou qui ont vécu différentes formes d'harcèlement, ou vie intellectuelle, par exemple, pour les personnes qui sont en période de préparation d'examen, ou d'écriture de livres, ou d'un projet. Changement, par exemple, dans une période des changements de travail, des changements de vie, des changements de lieu d'habitation. Consolation après je dirais une épreuve importante de vie, et ainsi de suite. Donc là, on est dans la vie quotidienne et on va respirer pendant quelques 2, 3 minutes, tout simplement, les odeurs, par une respiration tout à fait naturelle, et simplement pour remettre un peu plus de force en nous, de stabilité, d'équilibre, d'ouverture, d'apaisement, d'énergie face à des situations bien précises. La diapo suivante, s'il te plaît. Et la deuxième partie, 12 synergies qu'on appelle nos synergies pour le développement personnel, qui touchent effectivement d'abord les 10 premières, je dirais les 10 outils de notre personnalité, les 10 outils de notre conscience.
Nous avons des outils avec le corps. Par exemple, avec le pouce à l'œil, je vais prendre un stylo et écrire. J'ai les pieds, les jambes pour marcher, courir, etc. Eh bien, notre conscience a aussi différentes facettes et différents outils. D'abord, c'est l'individualité, l'ego, bien sûr, notre individualité. Vous, c'est pas le voisin ou la voisine, c'est votre individualité. Donc, c'est bien sûr sous l'angle psychologique du terme, l'ego, et c'est où la personne elle a une individualité, un ego qui a été assez peut-être affaibli, humilié par l'éducation, par un, mettons, un père écrasant, humiliant, et donc il n'a pas beaucoup de confiance en lui, il manque d'assurance, etc. Ou parfois il va récompenser en faisant trop. Donc l'ego, c'est notre individualité, c'est notre rayonnement, et dans la relation aussi avec l'extérieur, et notre rayonnement, notre relation avec notre être intérieur. Et puis nous avons notre esprit, the mind en anglais. Notre esprit, c'est le ressenti, c'est la sensibilité, la réceptivité, c'est l'aspect féminin de la conscience. L'ego, c'est l'aspect plus masculin, plus yang, l'esprit, le côté plus yin. Et après, vous avez l'intellect, hein, qui permet justement de discerner dans toute la dualité de ce monde euh, et de réfléchir et de communiquer. Et puis, vous avez le sentiment. Le sentiment cherche l'unité. Donc l'amour, l'unité, l'amitié, la bonté, la compassion, etc. etc. L'action pour agir, le bonheur, oui, le bonheur qui vient de l'intérieur, animer un état de bonheur intérieur. Parfois, on se rend compte en consultation que ces personnes, la notion de bonheur dans leur pensée n'existe presque plus du tout. Et d'autres sont naturellement du bonheur, de la joie. Même si on a des difficultés dans la vie, il y a toujours un fond de bonheur qui vient à l'intérieur. Et ça, on peut l'animer. Et puis la sagesse, l'autoréférence et l'autonomie, l'intuition, l'évolution, puis la relation avec l'être. Et le dernier, l'humilité, c'est juste pour faciliter cette expérience de pur silence intérieur de notre conscience. La diapositive suivante, s'il te plaît. Et donc, je vais, avec, bien sûr, avec Frédéric, nous avons prévu une formation sur l'olfactologie et la pratique de l'olfactologie et la découverte olfactive avec ces 24 quantiques olfactifs, ces 24 synergies, où on va pouvoir les expérimenter en aveugle d'ailleurs, pour vivre et ressentir leurs propriétés et les effets sur nos différents états émotionnels. Et, euh, et ensuite, on va pouvoir les découvrir. Et ça, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, c'est une fiche sur chacune des quantiques. Là, c'est par exemple enthousiasme, qui est là pour animer un peu plus, parce qu'on la respire, ça redonne un peu plus de positivité, d'optimisme, de joie de vivre. Alors c'est bien pour les personnes qui sont moroses, pessimistes, découragées. Hein, vous allez me dire, on peut en diffuser par hélicoptère ou par drone sur toute la France, dans le monde, mais voilà, enthousiasme. Et puis, à la tirage suivante, il y a tout donc le message de la synergie, l'action physique, les propriétés, la composition, et donc toute son utilisation qu'on va pouvoir expérimenter. Dia suivante. Vous avez d'autres maintenant qui touchent plus le développement personnel, par exemple aimer, qui touche le cœur affectif, hein, pour les personnes qui effectivement ont peut-être ont vécu des blessures sur le plan affectif, sentimental, et qui ont besoin de travailler, d'améliorer, de transformer un aspect de soi pour retrouver un comportement naturellement plus équilibré. Alors effectivement, ce sont ces fréquences d'odeur qui vont travailler à la fois au niveau de notre passé et à la fois de nos émotions que l'on va pouvoir expérimenter. Et je vous assure, c'est impressionnant ce qui peut se passer au cours de ces 2 journées de découverte et de formation à la photographie, en expérience personnelle, en transformation de soi. C'est aussi presque un stage de progrès pour soi-même. C'est-à-dire suivant. Donc ça, vous voyez, ce sont des fiches qui sont données, qui sont présentées, qui sont étudiées, qui sont développées. On verra aussi les modes d'utilisation. Oui, tu peux continuer à présenter la suivante. Donc les modes d'utilisation, à respirer pendant 2-3 minutes, plusieurs fois par jour et en fonction des besoins. La dia suivante.
et nous étudierons, ce qui est très intéressant, 8 protocoles, oui, 8 protocoles d'olfactologie différents, qui font appel plus à l'intervention du thérapeute ou qui font appel un peu plus à l'intervention du client, du patient et des méthodes très précises que l'on va pouvoir mettre en pratique, en duo. Donc on simulera bien sûr, des consultations de l'olfactologie et et la dire suivante et ça nous permettra de pouvoir à l'issue de ces 2 journées, d'avoir intégré les techniques, les protocoles, d'avoir expérimenté aussi les quantiques et on aura appris aussi les simples qui composent les quantiques avec leurs propriétés psycho-émotionnelles et c'est suffisant pour pouvoir déjà le mettre en œuvre, si vous le souhaitez bien sûr, dans votre pratique, et dans votre, exercice dans le cabinet qui est, je dirais un peu propre à chacun. Et donc on verra effectivement comment le mettre en œuvre pour une session de naturo, pour une consultation de coaching, de l'accompagnement de développement personnel, les personnes qui font la sophrologie, la kinésiologie et cetera et cetera. Donc voilà, si vous voulez, ce que nous allons pouvoir, découvrir au cours de cette formation qui, aura lieu le 16 et le 17 mars 2024 dans les locaux du SUPNAT, mais aussi que vous pouvez suivre, en distanciel, et voir aussi en replay. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, peut-être les précautions d'emploi. Merci de me rappeler, Frédéric. Il y a des précautions d'emploi. D'abord, combien de temps on va utiliser un quantique olfactif? D'abord, le temps de résoudre la problématique. La problématique, elle est perçue tout simplement dans le comportement. C'est la personne qui dit: «Bah oui, maintenant je vois bien que je fonctionne plus avec ce nœud, cette tension, ce stress, je me sens libéré». Bah, ça se fait spontanément et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par une psychothérapie ou une psychanalyse. C'est un raccourci extraordinaire, hein. C'est pour ça que ça prend peu de temps. Est-ce qu'il y a des réactions? Parfois, effectivement, on peut avoir on respire cette odeur et dans les 5 secondes, la personne se met à pleurer. Elle sait pourquoi ou elle ne sait pas toujours pourquoi. Parce que ça vient d'un passé tellement lointain, parfois transgénérationnel, mais il y a un travail qui se fait, une libération qui se fait. Les précautions d'emploi, sachez que dans les synergies, il n'y a pas d'huiles essentielles qui sont dangereuses, qui présentent une dangerosité particulière et spécifique. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, après, ce sont les précautions d'emploi classiques pour toute forme d'huile essentielle. Voilà, j'ai pu vous présenter de manière un peu synthétique sa factologie et je suis disponible maintenant bien sûr pour les questions.